Béninoises, Béninois, depuis peu, il y a une information qui circule sur la toile, sur les ondes de certaines radios, à propos de l'herbicide communément connu sous le nom de glyphosate. Compte tenu de l'importance du sujet et vu les pressions de toutes parts, et malgré nos vacances administratives, mon collègue du cadre de vie a fait une réponse, surtout au plan environnemental. Et puisque la question devient persistante, elle est moins technique qu'autre chose, les citoyens béninois ont quand même droit à la vérité, à un éclairage sur ce produit glyphosate. Le glyphosate, en fait, c'est un herbicide qui tue les herbes. En vérité, il s'agit d'un acide organique faible de synthèse qui a été découvert en 1950. De 1950 à 1974, beaucoup d'essais, l'utilisation a été faite par la firme appelée Monsanto. Et à partir de 1974, ce produit a été breveté. C'est en 2000 que le produit est tombé dans le domaine public pour être utilisé par plus de 90 firmes agrochimiques dans le monde. À partir de cet instant, il est devenu plus facile, plus aisé de disposer de différentes formules de glyphosate. En vérité, c'est l'herbicide le plus utilisé dans la catégorie de ces pesticides. C'est l'herbicide le plus utilisé. Et si vous avez bonne mémoire, les premières formules même étaient utilisées avec les cheminots pour désherber les rails. C'est un désherbant chimique. Désherbant, enlever les herbes pour pouvoir faciliter le travail. On peut le faire à la machette, mais on peut le faire aussi chimiquement. Et lorsque vous passez ce produit sur les herbes, 5 jours, 10 jours plus tard, vous voyez que tout jauni, 2 semaines, 3 semaines après, la paille se courbe et le travail du sol devient facile, même avec la daba, plutôt que d'avoir de l'herbe verte difficile à enterrer et enfouir. Mais quelles sont les dispositions réglementaires chez nous au Bénin pour que ces produits phytopharmaceutiques rentrent? D'abord, tout produit phytopharmaceutique est régi par une loi. Et cette loi recommande que tout utilisateur, tout commerçant, tout importateur de ce produit soit agréé. Et tout distributeur devrait être agréé. La deuxième chose, c'est qu'avant qu'un produit ne puisse être homologué, être utilisé, il est d'abord homologué. Et l'homologation se fait par le Comité national d'agrément des pesticides chez nous. Ces produits ont suivi tous ces chemins. Et au Bénin, nous avons près de 8-9 formules de différents produits qui utilisent la molécule de glyphosate dans nos exploitations. Mais avant d'homologuer le produit, de quoi tient-on compte? On tient compte de sa toxicité, de son écotoxicologie, de sa toxicologie elle-même,
de l'impact environnemental, de l'efficacité biologique et des limites maximales de résidus. Et c'est justement là la problématique. Quand vous prenez le glyphosate et que vous faites le traitement au champ, 2 semaines après, sur la même parcelle, si vous mettez un grain de maïs ou un grain d'arachide, il pousse. Ça veut dire quoi? Le produit n'attaque que l'herbe. Le produit n'attaque pas le sol. Ni les nuisibles qui sont dans le sol ou les éléments organiques qui sont dans le sol et qui assurent la vie du sol. 2, c'est que dans notre agrotechnie, nous recommandons que les paysans ne fassent pas de brûlis. Si on est arrivé à détruire la végétation verte, il faut arriver donc à enfouir ces résidus-là pour encore faire de l'engrais. Avant d'aller plus loin sur les manières d'utiliser le glyphosate, caractérisons le produit. Selon l'OMS et selon les formulations, les produits phytosanitaires de ces catégories-là se classent en 5 classes. Je n'invente rien. La classe 1A, c'est les produits qui sont extrêmement dangereux. La classe suivante, c'est la classe 1B, très dangereux. Donc, dans la classe 1, là, il y a les produits extrêmement dangereux et les produits très dangereux. Vous les rencontrez surtout dans les laboratoires pour être utilisés pour fabriquer d'autres molécules. La classe 2, c'est les produits modérément dangereux. La classe 3, c'est les produits peu dangereux. Puis enfin, la dernière, la classe susceptible de présenter un danger. Il est de notoriété publique que la formulation de glyphosate utilisée chez nous, vous connaîtrez sous le nom de Killer 288 SL. Il est de la classe 3, peu dangereux. Allez-y chercher si la littérature dit le contraire. Nous allons nous retrouver. Pour dire que ce dont on parle, ce sur quoi les gens s'agitent, c'est pour simplement troubler l'opinion publique. On sait très bien par où l'on enfante. Mais après, pour se passer l'eau chaude, on sait comment on le fait. Excusez-moi beaucoup. Je voudrais simplement dire que dans les pays européens où on utilise beaucoup de glyphosate, les doses utilisées minimales sont de 4 litres à l'hectare et vont jusqu'à 10 litres à l'hectare. Au Bénin, depuis qu'on utilise le glyphosate, quand vous regardez les superficies couvertes par rapport au volume consommé, malgré les recommandations techniques de 3 litres de glyphosate à l'hectare, on a guère dépassé 2 litres à l'hectare. Première chose. Deuxièmement, les Européens, du fait des grandes surfaces à traiter, font des traitements hélicoportés ou par avion. Et là, ça peut couvrir même les communautés installées au sein des grandes exploitations. Ici, nous utilisons des appareils à bas volume, des appareils portés au dos ou à la main, mais à très bas volume. 1. Nous faisons des bouillies, on mélange le produit à de l'eau. Et compte tenu des types d'appareils que nous avons, ça peut être 4 litres, 5 litres, ça peut être 16 litres même pour un litre de produit. Et on traite à bras le sol, à 20-30 cm du sol. Mieux, nos producteurs savent très bien qu'ils ne doivent pas mettre l'appareil à aller contre le vent dominant. Il faut le mettre de côté ou derrière pour ne pas être arrosé. Troisième chose, il y a des précautions élémentaires que chaque paysan sait prendre
pour au moins cacher le nez, même lorsqu'ils refusent de porter des habits, des gants et tout ce qu'on met à disposition, on fait acheter, ça je l'ai dit, pour que, mais ils disent que ça les étouffe, ça fait ça, mais au moins ils portent des cache-nez, ils protègent leurs yeux pour que ça ne tombe pas dans les yeux directement. Cela, la vulgarisation du Bénin a déjà acquis cela au niveau des producteurs. C'est comme ça que nous utilisons le glyphosate et c'est comme ça qu'aujourd'hui on a son impact sur le... Tenez, un paysan ordinaire, surtout avec les appareils à bas volume, qui met au bord de son champ juste 50-100 litres d'eau, il est capable en 3 heures de traiter 3-4 hectares. À la machette, lorsqu'il nous sera demandé de désherber avant de labourer, le meilleur paysan ne peut pas désherber plus d'un quart d'hectare par jour. Allez-y faire le calcul, vous voyez, en termes de temps, en termes de gain, en termes d'efficacité du travail, ce qu'on a. Le débat qui se mène aujourd'hui n'est pas un débat technique. C'est pour cela que nous allons simplement apporter un certain nombre d'arguments, un certain nombre d'éléments d'appréciation pour faire comprendre qu'en vérité, le glyphosate s'utilise depuis un bout de temps. Ça n'a jamais fait des hécatombes, ça n'a jamais créé de cancers connus, ça n'a jamais tué les gens. Au-delà de cette technique d'utilisation, ce que nous recommandons de plus aux producteurs, c'est de perforer les emballages une fois on les a utilisés, pour éviter leur réutilisation à d'autres fins. Dans un passé récent, et il faut le reconnaître, parce que nous n'appliquons pas au moins ça, ça a créé quelques dommages en milieu paysan. Non pas le glyphosate, tout insecticide, tout produit phytopharmaceutique. Je voulais simplement rappeler à l'attention de nous tous ici que nos professeurs nous ont enseigné à l'école que tout médicament est un poison. Le glyphosate, c'est le médicament contre les herbes. C'est un poison, c'est normal, c'est naturel. Tout est affaire de dose. Et je m'explique. Même pour manger, si vous aviez l'habitude de prendre une boule et demie d'acassa en temps normal, et que, excusez-moi, la gourmandise, vous prenez 4-5 boules en même temps, vous aurez des ennuis. Même si c'est doux, n'importe comment, à la fin, vous aurez des ennuis. C'est la même histoire au niveau des produits. Si vous en mettez trop, plus qu'il n'en faut, ça peut créer des dégâts. C'est pour cela que je m'en vais vous dire tout simplement que, en termes de dangerosité, la classification du produit selon l'OMS et selon les formulations déjà nous apaise par rapport à tout ce qu'on dit là-dessus. En termes d'impact sur l'environnement, mon collègue de l'environnement vous l'a dit, je réitère, ne créons aucun dégât sur l'environnement. Et sur la santé des populations, il n'y a pas de débat. Mais nous ne nous arrêtons pas en si bon chemin pour dire, OK, voilà le boulevard ouvert pour le glyphosate et puis il n'y a rien à faire. Non. Les pays européens qui, à un moment donné, ont commencé par se rendre compte que ce produit-là pourrait avoir quelque impact sur la santé, mettent du temps pour pouvoir changer de formule. Dans tous les cas, je vous ai dit, de 1950 à 1974 pour être breveté, de 1974 à 2000 pour tomber dans le domaine public, et de 2000 à aujourd'hui, le glyphosate est toujours utilisé. Il y a très peu de produits chimiques qui aient pu résister au temps. Ça veut dire que la science et la technologie n'ont pas encore trouvé tout de suite l'alternative au glyphosate. Mais le glyphosate n'est pas pour tous les produits, c'est juste pour le début de la campagne. En cours de végétation, c'est d'autres herbicides sélectifs qui pourraient avoir une dose mineure de glyphosate à l'intérieur. C'est de la science et de la technique. C'est pour ces raisons que, au-delà de toutes les précautions qu'on prend pour l'utilisation de produits, en agriculture, nous avons des comportements respectueux de l'environnement. Et nous enseignons, nous professons, nous encadrons les paysans, nous apportons l'appui technique
en matière de bonnes pratiques, de bonne utilisation des pesticides à travers des formations continues tous les ans. Au-delà, la rotation des cultures, c'est-à-dire la succession des cultures sur une même terre, permet de régler la question de l'environnement, de l'enherbement et aussi et surtout de sécuriser la fertilisation de nos sols. Enfin et récemment, nous avons mis en chantier un programme de transition agricole en zone cotonnière qui permet de développer des plans de couverture pour éviter l'érosion éolienne et l'érosion hydrique et surtout de fertiliser les espaces qui, dans le temps, ont perdu de leur fertilité pour revenir encore dans la culture. Cette technologie, nous la pratiquons déjà dans au moins 10 gros villages de l'Alibori et du Borgou et c'est généralisé à tous les paysans depuis 2 ans et ça fera l'objet de vastes programmes de transition agricole dans une zone cotonnière qui va maintenant essayer de remédier un peu à la question de les sols en zone cotonnière se tuent. Non, nous les régénérons et nous allons les travailler dessus. Je vous remercie.